Tome 2, module 13, étude 3, intelligence et instinct. La compréhension des concepts instinct de conservation et intelligence nous conduit nécessairement au processus d'évolution des êtres vivants. Pour le spiritisme, l'évolution biologique et spirituelle représente un processus naturel et continu, découlant de la loi du progrès. Dans ce sens, les enseignements spirites vont au-delà des connaissances scientifiques actuelles qui ne considèrent pas la survie de l'esprit et focalisent leur étude sur leurs processus biologiques et physiologiques. En ce qui concerne l'évolution des êtres vivants, il y a néanmoins une concordance significative entre la pensée spirite et la pensée scientifique. Les explications suivantes d'Allan Kardec, annoncées dans la revue Spirit de 1868, sont, dans leur essence, les mêmes que celles que la science divulgue actuellement. L'échelle des êtres est continue avant d'être ce que nous sommes. Nous avons passé par tous les degrés de cette échelle qui sont au-dessous de nous, et nous continuerons de gravir ceux qui sont au-dessus. Avant que notre cerveau fût reptile, il a été poisson, et il a été poisson avant d'être mammifère. C'est un fait aujourd'hui scientifiquement démontré que la vie organique n'a pas toujours existé sur la Terre, et qu'il y a eu un commencement. La géologie permet d'en suivre le développement graduel. Les premiers êtres du règne végétal et du règne animal qui ont paru ont donc dû se former sans procréation et appartenir aux classes inférieures, ainsi que le constatent les observations géologiques. Note concernant la procréation. Sans procréation, il est important de ne pas confondre le sens de cette expression comme étant une référence au concept de génération spontanée. Les êtres vivants, primitifs tels que les microbes et certains végétaux, se reproduisent de façon asexuée, c'est-à-dire sans gamètes ou alors végétative. Chez les êtres supérieurs comme les plantes évoluées et les animaux, la reproduction est dite asexuée. Ainsi, il faut entendre sans procréation égale reproduction asexuée et procréation égale reproduction sexuée. Reprise du texte. À mesure que les éléments dispersés se sont réunis, les premières combinaisons ont formé des corps exclusivement inorganiques, c'est-à-dire les pierres, les eaux et les minéraux de toutes sortes. Lorsque ces mêmes éléments ont été modifiés par l'action de fluide vital, qui n'est pas le principe intelligent, ils ont formé des corps doués de vitalité, d'une organisation constante et régulière, chacun dans son espèce. Or, de même que la cristallisation de la matière brute n'a lieu que lorsqu'aucune cause accidentelle ne vient s'opposer à l'arrangement symétrique des molécules, les corps organisés se forment dès que les circonstances favorables de température, d'humidité, de repos ou de mouvement et une sorte de fermentation permettant aux molécules de matière vivifiées par le fluide vital de se réunir. Sur ce point, il faut souligner que la science n'accepte pas l'idée du fluide vital sous la forme enseignée par le spiritisme. Il y a aussi d'autres concordances entre le spiritisme et la science, particulièrement en ce qui concerne la biodiversité des êtres vivants sur la planète. Professeur Rivail nous élucide ainsi: les êtres non procréés forment dans le premier échelon des êtres organiques. Quant aux espèces qui se propagent par procréation, une opinion qui n'est pas nouvelle est que les premiers types de chaque espèce sont le produit d'une modification de l'espèce immédiatement inférieure. Ainsi, c'est établi une chaîne non interrompue depuis la mousse et le lichen jusqu'au chêne, et depuis le zoophyte, le ver de terre et le ciron jusqu'à l'homme. Sans doute, entre le ver de terre et l'homme, si l'on ne considère que les deux points extrêmes, il y a une différence qui semble un abîme. Mais lorsqu'on rapproche tous les anneaux intermédiaires, on trouve une filiation sans solution de continuité. En résumé, c'est ainsi que, à un moment précis du chemin évolutif, apparurent l'instinct de conservation et l'intelligence chez les êtres vivants de la planète. C'est à ce carrefour évolutif que nous percevons les grandes divergences actuelles entre la science, qui considère l'évolution comme un processus de la nature exclusivement biologique ou physique, et le spiritisme, qui enseigne que l'évolution se produit dans les deux plans de la vie, spirituel et physique, résultant de l'action du principe intelligent. Sur cela, il faudra se référer au module 7 de ce programme fondamental. Dans un effort de synthèse, l'esprit André Louis nous présente un panorama général de l'évolution, expliquant comment et quand l'instinct et l'intelligence apparurent.
Le principe intelligent s'est éloigné du lit océanique, a atteint la surface des eaux protectrices. Il s'est dirigé vers la boue des berges, s'est débattu dans le bourbier et est parvenu à la terre ferme. Il a essayé dans la forêt un grand nombre d'apparences, il s'est levé du sol et a contemplé les cieux. Et après le long millénaire, pendant lesquels il a appris à procréer, à s'alimenter, à choisir, à se souvenir et à sentir, il a conquis l'intelligence. Il a voyagé de la simple impulsion vers l'irritabilité, de l'irritabilité vers la sensation, de la sensation vers l'instinct, de l'instinct vers la raison. Dans ce difficile pèlerinage, d'innombrables millénaires se sont écoulés au-dessus de nous. L'instinct. La philosophie spirite nous enseigne que l'instinct est la forme occulte qui sollicite les êtres organiques à des actes spontanés et involontaires en vue de leur conservation. Dans les actes instinctifs, il n'y a ni réflexion, ni combinaison, ni préméditation. C'est ainsi que la plante cherche l'air, se tourne vers la lumière, dirige ses racines vers l'eau et la terre nourricière. Que la fleur s'ouvre et se referme alternativement selon le besoin. Que les plantes grimpantes s'enroulent autour de l'appui ou s'accrochent avec leurs vrilles. C'est par l'instinct que les animaux sont avertis de ce qui leur est utile ou nuisible. Qu'ils se dirigent selon les saisons vers les climats propices, qu'ils construisent, sans leçon préalable, avec plus ou moins d'art, selon les espèces, des couches moelleuses et des abris pour leur progéniture, des engins pour prendre au piège la proie dont ils se nourrissent, qu'ils manient avec adresse les armes offensives et défensives dont ils sont pourvus, que les sexes se rapprochent, que la mère couvre les petits et que ceux-ci cherchent le sein de la mère. Chez l'homme, l'instinct domine exclusivement au début de la vie. C'est par l'instinct que l'enfant fait ses premiers mouvements, qu'il saisit sa nourriture, qu'il crie pour exprimer ses besoins, qu'il imite le son de la voix, qu'il essaye à parler et à marcher. Chez l'adulte même, certains actes sont instinctifs, tels sont les mouvements spontanés pour parer à un danger, pour se tirer d'un péril, pour maintenir l'équilibre. Tels sont encore le clignotement des paupières pour tempérer l'éclat de la lumière, l'ouverture machinale de la bouche pour respirer, etc. Les expériences innombrables et répétées vécues par le principe intelligent dans la longue ascension sur l'échelle évolutive dans les deux plans de la vie favorisent l'acquisition d'automatismes biologiques nécessaires à l'expression de l'instinct et de l'intelligence. Ces automatismes se manifestent de façon précise au moment approprié, indépendamment des interférences de la raison. C'est ainsi que le bébé présente dès sa naissance d'innombrables réactions instinctives telles que des déclignotements des paupières, mouvements rythmiques, les coordonnées de membres inférieurs et supérieurs, pleurs, etc. Ainsi, l'instinct est inné, agit sans instruction, sans expérience, reste invariable, ne fait aucune espèce de progrès. C'est en tout l'opposé de l'intelligence. Les phénomènes de l'instinct sont d'autant plus remarquables qu'ils semblent tout à fait indépendants de la volonté. Maintenant, voyons l'instinct de conservation. L'instinct de conservation est une loi de la nature et concerne la survie et la perpétuation des espèces. Il est donné à tous les êtres vivants, quel que soit le degré de leur intelligence. Chez les uns, il est purement machinal et chez d'autres, il est raisonné. L'instinct de conservation existe chez les animaux et chez les humains parce que tous doivent concourir au vu de la providence. C'est pour cela que Dieu leur a donné le besoin de vivre. Et puis, la vie est nécessaire au perfectionnement des êtres. Ils le sentent instinctivement sans s'en rendre compte. On trouve les manifestations primitives de l'instinct de conservation chez les animaux, chez les hommes, en particulier dans ses premières incarnations. C'est de cette forme que Dieu garantit la survie et la perpétuation des espèces. Dans la phase primaire, l'instinct de conservation présente une caractéristique particulière, la crainte de la mort. La peur de la mort est si marquante chez les animaux et chez l'homme, peu spiritualisés, que devant une menace imminente de perte de la vie, ils réagissent avec agressivité, voire avec férocité, cherchant défendre leur existence. Chez l'homme, l'appréhension de la mort tient donc à l'insuffisance des notions sur la vie future. Mais elle dénote le besoin de vivre et la crainte que la destruction du corps ne soit la fin de tout.
Elle est aussi provoquée par le secret désir de la survivance de l'âme, encore voilé par l'incertitude. L'appréhension s'affaiblit à mesure que la certitude se forme. Elle disparaît quand la certitude est complète. Voilà le côté providentiel de la question. Il était sage de ne pas éblouir l'homme, dont la raison n'était pas encore assez forte pour supporter la perspective trop positive et trop séduisante d'un avenir qui lui ait fait négliger le présent nécessaire à son avancement matériel et intellectuel. Une autre caractéristique importante de l'instinct de conservation concerne la satisfaction des nécessités physiologiques. Chez les êtres inférieurs de la création, chez ceux où le sens moral n'existait pas, où l'intelligence n'a pas encore remplacé l'instinct, la lutte ne saurait avoir pour mobile que la satisfaction d'un besoin matériel. Or, un des besoins matériels les plus impérieux est celui de la nourriture. Il lutte donc uniquement pour vivre, c'est-à-dire pour prendre ou défendre une proie, car il ne saurait être stimulé par un mobile plus élevé. C'est dans cette première période que l'âme s'élabore et s'essaie à la vie. La crainte de la mort et la satisfaction des nécessités physiologiques représentent donc un effet de la sagesse de la providence et une conséquence de l'instinct de conservation commun à tous les êtres vivants. Elle est nécessaire tant que l'homme n'est pas assez éclairé sur les conditions de la vie future, comme contrepoids à l'entraînement qui, sans ce frein, le porterait à quitter prématurément la vie terrestre et à négliger le travail d'ici-bas qui doit servir à son propre avancement. C'est pour cela que, chez les peuples primitifs, l'avenir n'est qu'une vague intuition, plus tard une simple espérance, et encore plus tard, enfin une certitude, mais encore contrebalancée par un secret attachement à la vie corporelle. Chez ceux qui ne sont pas suffisamment avancés, la vie matérielle l'emporte encore sur la vie spirituelle. L'homme, s'attachant à l'extérieur, ne voit la vie que dans le corps, tandis que la vie réelle est dans l'âme. Le corps étant privé de vie, à ses yeux tout est perdu, et il se désespère. Maintenant, troisième point, l'intelligence. L'intelligence se révèle par des actes volontaires, réfléchis, prémédités, combinés, selon l'opportunité des circonstances. Les esprits supérieurs nous expliquent. L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit. Cependant, nous savons que l'intelligence n'est pas un attribut exclusif de l'espèce humaine. Les animaux la possèdent aussi, bien que rudimentaire. Les esprits guides appuient cette affirmation. L'intelligence est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne, avec la pensée, la volonté d'agir, la conscience de leur existence et de leur individualité, ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. Cependant, il existe une grande différence entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. Les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. En vérité, on ne peut nier que, outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux les actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence, mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pourvoir à leur conservation. Leur développement intellectuel, toujours enfermé dans des bornes étroites, est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'y a aucun progrès qui leur soit propre. L'être humain est un animal doté de raison ou d'intelligence, c'est-à-dire qu'il a la faculté de connaître, de comprendre, de raisonner et d'apprendre. Cependant, nous remarquons que les esprits imparfaits peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice. Mais, quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Chez les bons esprits, il y a une prédominance de l'esprit sur la matière, désir du bien. Leurs qualités et leur pouvoir pour faire le bien sont en raison du degré auquel ils sont parvenus. Les uns ont la science, les autres la sagesse et la bonté. Les plus avancés réussissent et réunissent le savoir aux qualités morales. Chez les purs esprits, l'influence de la matière est nulle. Ils ont une supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres. Maintenant, l'instinct et l'intelligence. Tout acte machinal est instinctif. Celui qui dénote la réflexion, la combinaison, une délibération est intelligent. L'un est libre, l'autre ne l'est pas. L'instinct est un guide sûr qui ne trompe jamais. L'intelligence, par cela seule qu'elle est libre et parfois sujette à erreur,
Si l'acte instinctif n'a pas le caractère de l'acte intelligent, il révèle néanmoins une cause intelligente essentiellement prévoyante. L'intelligence et l'instinct se montrent souvent simultanément dans le même acte. Dans la marche, par exemple, le mouvement des jambes est instinctif. L'homme met un pied devant l'autre machinalement sans y songer. Mais lorsqu'il veut accélérer ou ralentir sa marche, lever le pied ou se détourner pour éviter un obstacle, il y a calcul, combinaison. Il s'agit de propos délibérés. L'impulsion involontaire du mouvement est l'acte instinctif. La direction calculée du mouvement est l'acte intelligent. L'animal carnassier est poussé par l'instinct à se nourrir de chair, mais les précautions qu'il prend et varient selon les circonstances pour saisir sa proie, sa prévoyance des éventualités sont des actes de l'intelligence. L'instinct est un guide sûr, toujours bon, à un temps donné. Il peut devenir inutile, mais jamais nuisible. Il s'affaiblit par la prédominance de l'intelligence. Les passions, dans les premiers âges de l'âme, ont cela en commun avec l'instinct, que les êtres y sont sollicités par une force également inconsciente. En résumé, nous pouvons affirmer les sentiments sont les instincts élevés à la hauteur du progrès accompli. À son point de départ, l'homme n'a que des instincts, plus avancés et corrompus. Il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. L'instinct et l'intelligence se transforment peu à peu en connaissance et en responsabilité, et cette rénovation donne à l'être des instruments de manifestation plus avancés. Ainsi, une intelligence profonde représente une grande quantité de lutte planétaire. En atteignant ce niveau, si l'homme garde en lui une expression identique de progrès spirituel par le sentiment, il sera alors apte à s'élever à de nouvelles sphères de l'infini vers la conquête de sa perfection.